Notre planète fourmille de vie, de la plus simple des créatures jusqu'à l'humanité elle-même. Mais imaginez un monde enveloppé de gaz mortels, desséché par des vagues de chaleur ou ravagé par des chutes drastiques de température. Un monde heurté de plein fouet par des astéroïdes, soufflé par des ondes de choc brûlantes. Une planète tueuse, capable d'anéantir 95% des créatures qui la peuplent. Ce scénario cauchemar, qui ressemble à de la science-fiction, s'appuie sur des faits scientifiques établis. Cette planète, c'est la nôtre, la Terre. Le nombre d'espèces balayées lors des extinctions de masse qu'a connu notre planète excède celui des espèces vivant aujourd'hui. Et un jour, le phénomène se produira de nouveau. « 99% des animaux et végétaux qui ont vécu sur Terre ont aujourd'hui disparu. Si certains d'entre eux ont été détrônés par d'autres, beaucoup ont péri au cours de mystérieuses crises d'extinction qui ont décimé les êtres vivants à travers le globe. À quel désastre l'humanité doit-elle s'attendre dans le futur? Notre enquête sur les extinctions de masse débouchera sur la question suivante. Si un nouveau cataclysme de ce type s'abat sur la Terre, quelles seront nos chances de survie? On peut très bien imaginer des organismes vivants, en plein essor, qui seraient soudain balayés en grand nombre par un phénomène lié au hasard. Notre planète n'a jamais été aussi près de se voir totalement dépeuplée. Si un tel phénomène se reproduit, l'humanité pourrait bien faire partie des espèces qui disparaîtraient. Je pense que ce serait l'équivalent d'Armageddon pour l'humanité. Ce serait bel et bien la fin de notre espèce. Les scientifiques parlent de phénomènes d'extinction de masse pour désigner ces vagues destructrices. 5 cataclysmes différents ont déjà anéanti plusieurs milliers d'espèces d'un seul coup. Ces crises d'extinction ont eu lieu il y a des millions d'années. Alors pourquoi s'inquiéter aujourd'hui? La réponse est simple, cela pourrait arriver de nouveau. En fait, de tels phénomènes se produisent peut-être en ce moment même, et cette fois-ci, nous pourrions en être la cause. Nous assistons actuellement à la 6e extinction de masse. Nous sommes en train de provoquer un phénomène comparable à une catastrophe naturelle, mais créé de toutes pièces par l'homme. Pourrions-nous survivre à une extinction de masse? Les scientifiques travaillent à reconstituer des épisodes d'extinction du passé. Que se passe-t-il lors d'un tel phénomène? À quelles conditions est-il possible de survivre? L'analyse de vestiges du passé pourrait bien constituer notre meilleure chance de survie. Commençons par revenir 65 millions d'années en arrière. À cette époque, vivent des animaux parmi les plus extraordinaires qui aient jamais peuplé la Terre. Les dinosaures. Après avoir régné sur la planète pendant plus de 160 millions d'années, ils ont brutalement disparu. Pourquoi? Phil Currie, un détective expert en dinosaures, dirige les recherches pour tenter de répondre à cette question. Le Provincial Park, dans les Badlands canadiens, la terre des dinosaures. Phil Currie recherche ici des indices sur la mort de l'un des dinosaures les plus imposants et les plus dangereux. Ces ossements ont une forme et une texture des plus caractéristiques qui nous apprennent qu'il s'agit de Tyrannosaurus rex. Le sol est jonché de fossiles. Nous avons là la partie supérieure d'un fémur. Il est à peine plus gros que mon propre fémur. Il s'agit d'un petit Tyrannosaurus rex. Un individu adulte pouvait mesurer jusqu'à 8 fois ma taille et peser jusqu'à 6 tonnes. Tyrannosaurus rex était le prédateur suprême. Une véritable machine à tuer qui a dominé son milieu pendant 20 millions d'années. Et puis, tout à coup, il a disparu. Que s'est-il passé? Des fossiles apportent la preuve que les dinosaures ont disparu partout, et presque instantanément. Une chose est sûre, ils ont été anéantis par un phénomène dévastateur de grande ampleur. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il s'est passé quelque chose de catastrophique et de monumental. L'astronome Dan Dourda poursuit la même quête. Il analyse une couche d'argile peu banale à Trinidad, dans le Colorado. En contrebas de cette couche, on trouve dans les roches des fossiles de dinosaures. Mais au-dessus, il n'y en a aucun. Quelque chose les a exterminés. Cette couche argileuse renferme des matériaux qu'on ne trouve pas habituellement.
Il y a un métal, de l'iridium, dont la présence est extrêmement rare dans la croûte terrestre. La couche d'argile contient plus de 200 fois plus d'iridium que la normale. Les cristaux de quartz présents dans l'argile aident à expliquer ce phénomène. Ils sont fracturés en 1000 morceaux. Ces grains minuscules indiquent que la structure du cristal a subi des déformations, des modifications causées par de fortes pressions et des températures élevées. Quel phénomène est suffisamment puissant pour altérer ainsi le quartz? Nous, les hommes, ne connaissons qu'un moyen d'arriver à un tel résultat: provoquer une explosion nucléaire. Mais les dinosaures ont disparu 65 millions d'années avant l'apparition de la technologie nucléaire. Quel phénomène naturel peut dégager une force capable de pulvériser le quartz et de produire d'énormes quantités d'iridium? Probablement un astéroïde. L'espace, il y a 65 millions d'années. Un morceau de roche de la taille d'une montagne. Il mesure près de 10 km de large, pèse environ 1000 milliards de tonnes et se dirige droit sur la Terre. Imaginez le mont Everest foncer à travers le ciel au-dessus de vous à 65 000 km/h. L'astéroïde percute de plein fouet la côte de ce qui est aujourd'hui la péninsule du Yucatan, au Mexique, avec une force 2 millions de fois supérieure à celle de la plus grosse bombe nucléaire jamais déclenchée. L'impact provoque la formation d'un cratère de 160 km de diamètre et marque le début d'un enchaînement d'événements meurtriers. Le souffle de l'explosion s'est propagé depuis le site de l'impact à une vitesse de 1600 km/h, couchant des forêts entières à plusieurs centaines de kilomètres à la ronde. L'impact déclenche des séismes colossaux. Un panache de roches vaporisées s'élance jusque dans la stratosphère, dont une partie se trouve projetée à des centaines de kilomètres avant de retomber en pluie sur la Terre. Une onde de choc brûlante se propage dans un rugissement à une vitesse égale à 2 fois celle du son. Elle incendie tout sur son passage. L'onde de choc, la boule de feu et les débris retombant après l'impact ont sans doute balayé le Tyrannosaurus rex avant de le carboniser et de l'enterrer. Les températures grimpent en flèche. Les débris qui ont chauffé l'atmosphère à des températures dignes d'un four à pizza ont sans doute exterminé les animaux et végétaux jusque de l'autre côté de la planète. Des fragments de l'impact parcourent la planète à toute allure. Certains atteignent Trinidad, dans le Colorado. Cette couche fine d'argile blanche est constituée de petits débris du Mexique qui ont atterri dans le Colorado il y a 65 millions d'années. Il s'agit d'une catastrophe planétaire, dont les effets se sont fait sentir depuis le Mexique jusqu'à l'autre bout de la Terre. La poussière résultant de l'impact est projetée dans le ciel, obscurcissant le soleil. La température chute brusquement. Des animaux et végétaux meurent de froid. Subitement, de gros prédateurs, tels le Tyrannosaurus rex, n'ont plus rien à manger. La chaîne alimentaire est brisée. Même les régions les plus éloignées du point d'impact ont connu une famine de grande ampleur. La chute de l'astéroïde change définitivement la face du monde. Pour Tyrannosaurus rex, l'aventure s'arrête là. Les dinosaures sont anéantis jusqu'au dernier individu. Que se serait-il passé si des dinosaures comme Tyrannosaurus rex avaient survécu? Je pense que l'évolution des dinosaures se serait poursuivie, qu'ils auraient continué de changer et de se développer. Ils nous auraient sans doute détrônés et peut-être même que l'homme serait devenu leur proie. Sommes-nous en danger aujourd'hui? Le cratère, météore-cratère en Arizona, prouve que des impacts se produisent, comme le montre également la catastrophe de Tunguska en Sibérie, survenue il y a près d'un siècle, quand un événement violent a couché plus de 200 000 hectares de forêt. Des chercheurs ont estimé qu'il y avait une chance sur 5000 qu'un impact majeur se produise sur Terre dans le siècle à venir. Ce genre d'impact est extrêmement rare dans l'histoire de notre planète. Mais cela ne veut pas dire que nous soyons totalement à l'abri. Un événement d'une pareille ampleur peut arriver demain. L'humanité pourrait-elle survivre à un tel phénomène? D'une façon générale, les espèces qui ont survécu à l'extinction des dinosaures étaient celles qui possédaient les meilleures facultés d'adaptation.
Des charognards capables de se nourrir de tout ce qu'ils pouvaient trouver, mais aussi certains oiseaux, descendants des dinosaures. Les oiseaux en volant pouvaient parcourir des distances énormes pour trouver de quoi subsister. Et de la même façon, ils arrivaient à trouver des partenaires pour s'accoupler. Ces espèces-là ont survécu. Mais qu'en serait-il de l'humanité? Nous sommes capables de nous adapter, mais jusqu'à quel point? L'homme dispose de grandes capacités d'adaptation. Nous savons aller dans l'espace ou plonger au fond des mers. Mais si le monde dans lequel nous aimons vivre venait à s'altérer gravement, si l'ensemble de nos sources d'alimentation disparaissait, nous pourrions peut-être survivre, certes, mais dans un monde qui ne nous conviendrait plus. L'humanité saurait peut-être trouver de nouveaux moyens de survivre, mais seule une poignée d'hommes pourrait subsister. Beaucoup d'entre nous, en effet, mourraient de faim en l'absence de récolte. Malheureusement, je pense qu'avec un impact d'une telle ampleur, ce serait l'équivalent d'Armageddon pour l'humanité. Ce serait bel et bien la fin de notre espèce. Si un tel phénomène se produisait, notre avenir serait plutôt compromis. Extinction de masse. Même la chute d'un astéroïde plus petit serait catastrophique. Une roche d'à peine 1 km de large pourrait détruire une ville entière ou déclencher un tsunami. Mais une telle hypothèse n'est pas à envisager. Nous sommes une espèce d'exception. Nous sommes capables de résister. Des chercheurs de la NASA surveillent la trajectoire de gros astéroïdes susceptibles d'entrer un jour en collision avec la Terre. Jusqu'à maintenant, rien à signaler. Mais que feront-ils s'ils en détectent un? Il existe plusieurs possibilités. Le faire exploser? S'amarrer avec l'astéroïde et le dévier légèrement? Ou en vaporiser la surface à l'aide de l'énergie solaire afin de modifier sa trajectoire. Ces solutions n'ont pas été testées, mais les chercheurs sont confiants. Faire bouger une météorite sphérique de 10 km de diamètre représente un vrai défi. Mais si le temps ne nous fait pas défaut, nous pourrions le relever. Les causes d'une extinction sont parfois plus complexes. Il y a 250 millions d'années, un phénomène dévastateur a balayé 95% des espèces terrestres. Il ne venait pas de l'espace, mais peut-être du plus profond des entrailles de la Terre. Un phénomène que rien ne peut arrêter et qui pourrait menacer notre existence même. À 5 reprises, notre planète a connu un cataclysme qui a causé la disparition de millions d'espèces d'un seul coup. Il y a 65 millions d'années, un astéroïde est entré en collision avec la Terre, balayant plus de la moitié de ses espèces, dont les dinosaures. Mais l'extinction la plus massive que la Terre ait connue a eu lieu il y a 250 millions d'années. Ce seul phénomène a tué 95% des espèces vivantes. La région du Karoo, en Afrique du Sud, fournit quelques éléments d'explication de la catastrophe. Il y a 300 millions d'années, durant l'ère permienne, se trouvait ici, à la place de cette terre aride et inhospitalière, une plaine d'inondations grouillant de vie et à la végétation luxuriante. Les rois de la région étaient les gorgonopsiens, des reptiles mammaliens, ancêtres archaïques des mammifères, dont l'existence est bien antérieure à celle des dinosaures. Ces bêtes étaient des tueuses particulièrement efficaces et impitoyables, des animaux à sang-froid, agissant de sang-froid. Puis, il y a 250 millions d'années, ils se sont volatilisés. Que s'est-il donc passé? Comment des prédateurs aussi puissants ont-ils pu s'éteindre? Roger Smith, qui a étudié les gorgonopsiens, a une explication. Les plus grands prédateurs de la fin de l'ère permienne étaient sans aucun doute les gorgonopsiens. Ils étaient de toute évidence armés pour tuer. Ces longues dents semblables à des sabres permettaient d'abattre l'animal. Ils étaient en quelque sorte les tigres aux dents de sabre de la fin de l'ère permienne. Le Karoo est aujourd'hui un cimetière de gorgonopsiens et un véritable paradis pour les paléontologues. Les roches ici renferment des éléments essentiels qui éclairent les raisons de leur disparition. Les différentes strates de roches permettent de remonter jusque dans le passé lointain de la Terre. En parcourant les couches géologiques, Roger Smith repère un point de bascule à la fin de la période géologique permienne. Au-dessous de la couche, on trouve des fossiles de gorgonopsiens. Mais au-dessus, pas le moindre. Cette argilite bleu-vert de l'ère permienne est le signe de plaines d'inondations luxuriantes, avec beaucoup d'animaux, et en particulier de nombreuses espèces de reptiles mammaliens. Voici l'indicateur de la période d'extinction au cours de laquelle plus de 95% des espèces terrestres ont disparu.
L'extinction permienne a anéanti presque toutes les espèces de notre planète. Au-dessus de ce point, c'est le vide. Il n'y a pratiquement aucune trace de vie. Il s'agit de l'une des plus grandes énigmes meurtrières de tous les temps. Un génocide d'une ampleur inimaginable. Seule une espèce sur 20 a survécu. Comment peut-on expliquer une telle dévastation? Cette question a laissé les scientifiques perplexes pendant plus d'un siècle. Puis, dans les années 1990, ils ont fait une découverte capitale, non pas en Afrique, mais en Sibérie, à des milliers de kilomètres de là. Là, sous ces étendues glacées, des chercheurs ont découvert un site de plusieurs milliers de kilomètres carrés de lave qu'on appelle les Traps de Sibérie. Mais aucun volcan ne saurait produire pareille quantité de lave. Celle-ci a jailli des fissures de la croûte terrestre, constituant des épanchements volcaniques appelés Traps. De gigantesques impulsions de chaleur, que les géologues appellent des panaches mantéliques, ont provoqué ces fissures en surgissant du noyau terrestre. En remontant à travers le manteau terrestre, ces panaches brûlants ont engendré la fonte d'énormes quantités de roches qui se sont accumulées sous la croûte terrestre, tel un gigantesque champignon. La pression immense a fissuré la croûte terrestre, laissant jaillir le flot de lave. Pour Bill McGuire, chercheur spécialisé dans l'étude des catastrophes, les traps constituent l'un des phénomènes naturels les plus puissants de la planète. Les traps de Sibérie correspondent au plus grand phénomène d'épanchement volcanique survenu depuis un demi-milliard d'années. On n'avait jamais rien vu de tel dans toute l'histoire de l'humanité. Ces épanchements volcaniques en Sibérie se sont poursuivis pendant des millions d'années, produisant plus d'1,5 million de mètres cubes de lave sur une profondeur d'environ 1,5 km. L'une des éruptions majeures que les hommes aient jamais connues reste celle du Krakatoa en 1883. Bien qu'elle ait duré moins d'une journée et que seulement 10 km3 de lave ait été rejetée, la catastrophe a fait plus de 36 000 victimes. Il faudrait donc 150 000 Krakatoa pour produire l'équivalent des traps de Sibérie. C'est absolument extraordinaire. Est-ce là la preuve tangible que nous cherchions? La lave est-elle à l'origine de l'extinction permienne? Les traps de Sibérie étaient bien en activité à cette époque. Aujourd'hui, des chercheurs rassemblent les éléments permettant de comprendre comment un épanchement volcanique en Sibérie a pu devenir un désastre meurtrier à l'échelle planétaire. La Sibérie, il y a 251 millions d'années. La Terre tremble, la croûte terrestre se déchire. C'est le début de la plus grande catastrophe que la Terre ait jamais subie. C'était sans doute un véritable enfer, avec ces énormes fissures qui éventrent la croûte terrestre en laissant jaillir une lave extrêmement liquide qui se déverse de tous les côtés et dont la température atteint plus d'1 millier de degrés. Tous les êtres vivants alentour ont dû être anéantis. Tous les animaux à proximité meurent instantanément. Mais d'autres périssent à travers la planète entière. Comment l'épanchement volcanique permien est-il passé d'une catastrophe locale à une extinction planétaire? Les phénomènes de traps, plus récents et de moindre ampleur, pourraient nous fournir la réponse. 1783, le Laki en Islande. La Terre s'ouvre en deux, vomissant de la lave. Celle-ci continue de jaillir pendant plus d'1 an, recouvrant environ 500 km². Tous les êtres vivants se trouvant à proximité immédiate périssent. Mais comme pour le phénomène sibérien, les effets de l'éruption se font sentir bien au-delà de la zone d'origine. Bientôt, une grande partie de l'Europe du Nord est touchée. Au laboratoire américain national d'études des carottes glaciaires à Denver, dans le Colorado, Jim White étudie les carottes glaciaires extraites du plus profond des couches de glace pour comprendre l'éruption du volcan Laki. La glace absorbe et préserve des éléments chimiques présents dans l'atmosphère. Au cours des milliers d'années, la neige, en tombant, forme des couches qui s'accumulent pour produire un témoignage unique des événements climatiques qui ont ponctué l'histoire. Jim White utilise ces couches de neige anciennes pour étudier les conditions atmosphériques du passé. En testant la conductibilité électrique de la couche de glace datant de l'époque de l'éruption du Laki, il découvre une soudaine et forte augmentation du taux de soufre atmosphérique. Il en conclut que l'éruption a diffusé d'énormes quantités de dioxyde de soufre dans l'atmosphère. Comme vous le voyez, l'éruption initiale du Laki, la grande éruption, a été assez importante. La quantité de sulfate émise est peut-être 10 fois plus élevée que celle des périodes Un nuage toxique se diffuse à travers l'Europe du Nord.
Le dioxyde de soufre réagit avec la vapeur d'eau dans l'atmosphère pour créer de l'acide sulfurique. Des pluies acides se déversent, détruisant les plantes et provoquant l'érosion des sols. Mettez-vous à la place d'une plante, vous n'auriez vraiment pas envie de baigner dans de l'acide sulfurique, et pourtant c'est bien ce qui s'est produit. Et ce n'est que le début. Le soufre contenu dans la stratosphère empêche la lumière du soleil de filtrer. Les gouttelettes de soufre agissent telles de minuscules miroirs, réfléchissant la lumière du soleil vers l'espace. Les températures chutent brusquement dans toute l'Europe. Avec la mise en place du TRAPS de l'Aki, ce sont 122 millions de tonnes de soufre qui sont rejetées dans l'atmosphère. Les récoltes se perdent et la famine commence à se faire sentir. 50% du bétail périt et 25% de la population islandaise est décimée. La catastrophe du Laki permet aux chercheurs d'expliquer comment les phénomènes des TRAPS ont pu produire d'énormes quantités de gaz toxiques. Mais le gaz peut-il à lui seul causer la disparition de près de la totalité des espèces de la planète? Selon Jim White, c'est une possibilité, puisque ce sont des billions de tonnes de gaz qui se sont diffusés lors des épanchements volcaniques sibériens. Ce que nous avons vu sur cet écran est sans doute bien en dessous de la réalité. Comparé au phénomène survenu en Sibérie 250 millions d'années plus tôt, le désastre du Laki ressemble à une promenade de santé. L'éruption du Laki a eu lieu dans le sud-est de l'Islande, sur une zone relativement limitée, équivalente au tiers de l'agglomération londonienne. Et ce phénomène a été très dévastateur. Au contraire, les TRAPS de Sibérie couvrent une surface gigantesque, presque tout le centre de la Russie, une surface équivalente à celle des États-Unis. Les TRAPS de Sibérie s'étendaient donc sur une zone 250 000 fois plus grande que ceux du Laki. C'est pour ça qu'ils sont responsables de la disparition de plus de 95% des espèces. Non seulement les TRAPS de Sibérie étaient plus vastes, mais leur activité s'est poursuivie pendant près d'1 million d'années de plus que ceux du Laki. Après les vapeurs de soufre, une nouvelle crise sévit. Un autre gaz se répand, provoquant un nouveau changement climatique. Les terres fertiles à la végétation luxuriante laissent place au désert. Les océans deviennent des milieux toxiques, une catastrophe qui ne laisse presque aucune chance de survie. Il y a 250 millions d'années, 95% des espèces disparaissent de la surface de la Terre. Il s'agit de l'une des plus grandes énigmes meurtrières de tous les temps. Nous savons que les TRAPS de Sibérie ont relâché du dioxyde de soufre dans l'atmosphère, provoquant des pluies acides mortelles. Les températures ont brusquement chuté, et de sévères gelées se sont installées, causant la disparition d'espèces animales et végétales. Mais ce n'était qu'un début. Les TRAPS de Sibérie laissent ensuite échapper une substance encore plus meurtrière qui provoque une vague de chaleur. La roche en fusion diffuse d'énormes quantités d'un autre gaz dans l'atmosphère, le dioxyde de soufre. Selon le paléontologue Peter Ward, le taux de dioxyde de soufre injecté dans l'atmosphère était alors 6 fois plus élevé que celui qu'on observe aujourd'hui. Le dioxyde de soufre monte dans l'atmosphère sans pour autant atteindre l'espace. Il recouvre la planète en agissant comme une serre. C'est pour ça qu'on parle de gaz à effet de serre. Il retient parfaitement la chaleur. Le soleil passe à travers cette couverture, mais ne peut plus la retraverser en sens inverse. La chaleur est donc retenue à l'intérieur. La couverture de chaleur a donc réchauffé la planète tout entière. Il n'y avait aucun endroit où s'abriter, aucun refuge possible. Tandis que les éruptions des TRAPS de Sibérie se poursuivent, le dioxyde de carbone s'accumule encore et toujours. La vague de chaleur se forme. Dans le Karoo, les températures grimpent subitement de 15 degrés. Il en résulte une catastrophe. Si cela s'était produit sur 1 million d'années, les animaux et les végétaux auraient eu le temps de s'adapter. Si ça a été un tel désastre, c'est parce que le phénomène a eu lieu sur un laps de temps très court, peut-être 10 000 ans, selon certaines estimations. Les strates de roche révèlent la période exacte où le réchauffement climatique brutal a transformé cette plaine luxuriante en désert. L'argilite bleu-vert du Permien témoigne de la présence de plaines d'inondations, à une période où le niveau hydrostatique était très élevé et la végétation abondante. Tandis que la Terre se réchauffe, l'évaporation de l'eau s'amplifie. Les rivières s'assèchent, des roches d'aspect métallique, habituellement immergées, prennent une couleur rouille en réagissant avec l'oxygène de l'air. C'est la première fois qu'on a observé une sécheresse dans la région du Karoo.
La végétation se flétrit et meurt. Les animaux herbivores manquent de nourriture et s'éteignent. Avec la disparition de ces animaux, les prédateurs, comme les gorgonopsiens, n'ont plus de proie. Ils disparaissent progressivement à leur tour. L'extinction a commencé. Si la vie disparaît sur la terre ferme, elle n'en est pas moins menacée dans les océans. La faune marine est elle aussi soumise à rude épreuve. Lors d'un voyage au Groenland dans les années 1990, le géologue Paul Wignall a découvert des éléments essentiels expliquant l'extinction de la faune marine. Il a trouvé un témoignage extraordinaire de cette extinction de masse. Paul Wignall a découvert que l'extinction permienne de la faune marine, loin d'être le fait d'un événement unique, s'est déroulée en plusieurs étapes. Il a trouvé une multitude de fossiles dans des roches anciennes, indiquant clairement l'existence d'un grand nombre d'espèces à cette époque. Puis, au cours de dizaines de milliers d'années, le nombre d'espèces a diminué jusqu'au moment où il n'en est plus resté une seule. Nous avons perdu presque la totalité des espèces qui peuplaient les océans à l'époque. Environ 95% des espèces ont disparu. Comment expliquer cette extinction? Les fossiles du site ont une histoire à raconter. Il est possible que les animaux aient manqué d'oxygène. Nous avons trouvé dans les sédiments beaucoup de cristaux de minéraux tels que celui-ci, qui se trouve être de la pyrite, surnommé l'or des fous. Or, ce cristal ne peut se former en présence d'oxygène. Il ne supporte pas l'oxygène. Si des cristaux de pyrite ont pu se former dans la mer, c'est que l'oxygène y était rare. Normalement, l'oxygène se dissout dans l'eau de mer, en surface. Il est ensuite transporté par les courants qui circulent entre l'équateur et les pôles. Dans la région de l'équateur, la mer est particulièrement chaude, grâce à l'ensoleillement généreux de la zone. En progressant vers les pôles, cette eau tiède se refroidit et s'éloigne de la surface, transportant l'oxygène dissous vers les fonds marins. Cette eau riche en oxygène revient ensuite jusqu'à l'équateur, longeant le fond de l'océan, et le cycle continue. Il y a 250 millions d'années, à la suite des explosions volcaniques massives survenues en Sibérie, ce mécanisme ne fonctionne plus. Cette même chaleur qui a asséché les plaines d'inondation réchauffe maintenant les océans, même au niveau des pôles. Les océans autour de l'équateur ont sans aucun doute atteint des températures proches des 38 degrés Celsius, une température vraiment chaude. Et à proximité des pôles, les températures étaient proches de celles qu'on observe aujourd'hui en Californie. En l'absence d'eau froide aux pôles, le système de circulation des océans s'interrompt. L'oxygène ne se mélange plus aux eaux profondes. Certaines espèces marines s'éteignent. Après la terre ferme, vient le tour des mers. Les traps de Sibérie ont donc eu de larges répercussions, vidant presque entièrement les océans. Mais les scientifiques peinent à croire que la seule chaleur ait pu balayer 95% de la vie sur la terre ferme. Pour expliquer cela, il faudrait trouver une autre preuve tangible. Ils sont aujourd'hui convaincus que les conditions de la fin de l'ère permienne étaient très favorables à un dernier fléau, le plus meurtrier de tous. Ce tueur est encore parmi nous aujourd'hui. Pour l'approcher, il suffit de trouver un marécage. Cette odeur affreuse rappelle celle d'un œuf pourri. Elle provient des bactéries qui se trouvent dans ces sédiments. Celles-ci fabriquent du sulfure d'hydrogène, un gaz extrêmement toxique, et ce uniquement dans des milieux pauvres en oxygène, comme ce marécage. À l'ère permienne, alors que l'oxygène est rare, la nuisance de ces bactéries ne se limite pas à leur odeur. À forte dose, les gaz qu'elles produisent sont mortels. Si l'oxygène venait à manquer partout sur la planète, cette petite quantité de sulfure d'hydrogène serait démultipliée dans des proportions telles que la vie sur Terre serait menacée. Nous savons que les bactéries fabriquant du sulfure d'hydrogène prospéraient au temps de l'extinction permienne. Les roches contiennent leurs fossiles en grande quantité. La présence de ces derniers suggère qu'à la fin de l'ère permienne, l'air lui-même était mortel. Il s'agit là d'un mécanisme meurtrier d'un nouveau genre. C'est l'élément décisif qui, pour moi, résout entièrement le mystère. Les vapeurs de soufre ont peut-être asséné le coup final, y compris aux robustes gorgonopsiens.
Imaginez notre pauvre gorgonopsien dans un milieu où l'eau et l'oxygène sont rares et où en plus la nourriture est difficile à trouver. Si on ajoute à cela le sulfure d'hydrogène qui se répand dans l'air, on a un animal affaibli qui a donc beaucoup plus de chances de disparaître. Et finalement, une année, vous avez la dernière femelle en recherche d'un mâle qui n'existe plus ou vice-versa. Et l'espèce s'éteint. Et une extinction de masse de plus. Le phénomène s'est déjà produit. Pourrait-il avoir lieu de nouveau? Et cette fois, affecter l'homme? Les grands épanchements volcaniques frappent en moyenne tous les 20 millions d'années. Les plus importants, comme les TRAPS de Sibérie, sont plus rares, tout en restant possibles. Un jour ou l'autre, le phénomène se reproduira. On serait totalement impuissant. Il ne nous resterait plus qu'à nous mettre en retrait et à regarder, impressionnés et stupéfaits. Ce serait assez déprimant. Si le pire venait à se produire, l'humanité pourrait ne pas survivre. Les TRAPS de Sibérie ont constitué la plus grande extinction de masse que notre planète ait jamais connue. Et si un tel phénomène se reproduit, l'humanité pourrait bien faire partie des espèces qui disparaîtraient. Vouloir assurer la survie d'une civilisation complexe serait la dernière préoccupation des gens. Le simple fait d'exister serait déjà très difficile à gérer. De quelle façon pourrions-nous survivre en tant qu'espèce? Très peu d'animaux de l'ère permienne ont survécu à l'extinction de masse de l'époque, et ceux qui y sont parvenus étaient ceux qui possédaient les meilleures capacités d'adaptation. L'un de ces animaux, le Lystrosaurus, s'est doté, en évoluant, d'un museau allongé puissant, très pratique pour déchiqueter les quelques plantes robustes qui avaient résisté à la sécheresse. D'autres espèces ont survécu en vivant sous terre. Serions-nous capables de subsister de cette façon? La plupart des chercheurs en doutent. Survivre sous terre pendant des millions d'années est absolument invraisemblable. Nous ne possédons pas la technologie permettant de faire face à ce genre de situation. Au moment critique, ce seront les humains les mieux armés pour vivre sous terre avec peu d'oxygène qui survivront. On assistera de nouveau à la survie des plus forts. Mais les meilleurs eux-mêmes risqueraient de ne pas y arriver. Au-dessus de cette poignée de troglodytes robustes, la Terre serait dévastée, presque exempte de végétation, presque vidée de toute forme de vie. Si la Terre était de nouveau frappée par un épanchement volcanique de l'ampleur de celui de Sibérie, nos chances de survie seraient minces. Extinction de masse, frappe numéro 2. Toutes les extinctions de masse ne sont pas causées par des impacts d'astéroïdes ou des épanchements volcaniques. Certaines peuvent être provoquées par une lueur aveuglante soudaine résultant de l'explosion d'étoiles. Une explosion si puissante qu'elle pourrait être à l'origine de la seconde plus grande extinction de masse de l'histoire de notre planète. Un phénomène qui pourrait se reproduire. Nous sommes l'espèce la plus évoluée de la planète. Mais notre survie n'en est pas garantie pour autant. Revenons 440 millions d'années en arrière. L'espèce dominante est alors celle des trilobites. Ces créatures, qui rappellent le crabe, règnent sur les océans depuis déjà 100 millions d'années. À présent, ils sont en voie d'extinction, comme 70% des espèces vivantes. Il s'agit de la seconde plus grande extinction de masse que la Terre ait connue, celle de la fin de l'Ordovicien. Le paléontologue Bruce Lieberman nous révèle les secrets de la disparition des trilobites. Si un extraterrestre avait visité notre planète à l'époque, il aurait sans doute décrit la vie sur Terre comme étant dominée par les trilobites. La plupart étaient sans doute des charognards, même s'il y a eu quelques formes de prédateurs qui se nourrissaient de vers. Les chercheurs avaient d'abord cru qu'une période glaciaire était à l'origine de cette extinction. Des traces de glaciation ancienne avaient en effet été trouvées dans le désert du Sahara. Mais Lieberman ne croit pas que ce phénomène ait pu causer la disparition de tant d'espèces. Nous avons connu d'autres glaciations au cours des temps géologiques qui n'ont pas engendré d'extinction de masse de l'ampleur de celle de la fin de l'Ordovicien. On ne peut donc pas considérer cet événement comme une preuve tangible. Par chance, Lieberman est invité à participer à un débat mené par l'astrobiologiste Adrian Melott, lequel souhaite explorer une idée qu'il a en tête. Adrian Melott étudie les sursauts gamma, des phénomènes qui constituent les explosions les plus violentes de l'univers. Le satellite Swift de la NASA, lancé en 2004, détecte en moyenne une explosion de rayons gamma par jour. Si les chercheurs ne connaissaient pas l'origine de tous les sursauts gamma, ils savent que les plus violents et les plus destructeurs pour notre planète résultent de l'explosion de supernovas, des étoiles massives.
Une partie infime de ces étoiles se trouverait de notre côté de la galaxie, avec leur radiation orientée dans notre direction. Si un tel phénomène se produit, nous irons droit à la catastrophe. Les effets seraient si graves qu'on imagine naturellement des extinctions de masse. Adrian Melott est convaincu que l'éclat d'un rayonnement gamma a déjà atteint la Terre dans le passé, mais il ignore à quel moment. Il demande à Bruce Lieberman s'il a connaissance d'extinctions de masse pouvant appuyer ses idées. Quand Adrian Melott m'a décrit ce qui arriverait si un sursaut gamma se produisait suffisamment près de notre planète, j'ai eu comme une illumination. Le professeur Lieberman m'a dit que ça lui faisait penser à l'extinction ordovicienne, et on s'est dit qu'on avait trouvé notre lien. Les deux chercheurs doivent reconstituer les événements dans l'hypothèse où un sursaut gamma avait atteint la Terre à l'époque des trilobites. Projetons-nous dans l'espace il y a 440 millions d'années. Une supernova explose. Elle se trouve à moins de 10 000 années-lumière de la Terre, une distance suffisamment faible pour produire des effets dévastateurs. Un énorme sursaut gamma se dirige droit sur notre planète. L'atmosphère est la première à en subir les conséquences. Les rayons gamma modifient la composition chimique de l'air. L'énergie gigantesque dégagée par l'explosion désintègre les molécules d'azote et d'oxygène, enveloppant la Terre d'un smog qui contient du dioxyde d'azote, un gaz mortel. Dans cette bouteille se trouve un génie des plus dangereux, le dioxyde d'azote, qu'on trouve habituellement en quantité infime dans l'atmosphère. Si j'ouvrais cette bouteille, on se mettrait tous à suffoquer, à étouffer. Après une explosion de rayons gamma, notre atmosphère entière contiendrait d'énormes quantités de ce gaz. Le smog fait obstacle à la lumière du soleil et provoque une chute des températures, pouvant même enclencher une période glaciaire. Mais il existe un autre effet plus dévastateur encore. Le sursaut gamma initial et le nuage grandissant d'oxyde nitreux détruisent la couche d'ozone, laquelle protège la Terre des dangereuses radiations ultraviolettes du Soleil. De nombreuses espèces végétales et animales disparaîtraient, et le phénomène pourrait même être grave au point d'entraîner une extinction de masse. Le Soleil devient lui-même meurtrier. Les radiations ultraviolettes qui touchent la Terre sont 5 fois supérieures à la normale. Les espèces animales et végétales touchées voient presque toutes leur ADN lésé. Le smog agit comme une passoire. Il laisse filtrer les rayons ultraviolets, dont la longueur d'onde est courte, tout comme une passoire laisse passer la farine. En revanche, il retient les rayons qui nous fournissent la chaleur et dont la longueur d'onde est plus longue. C'est ce qui se produit dans cet exemple, où le sucre reste dans la passoire, contrairement à la farine. Sans la chaleur du soleil, les températures chutent jusqu'à atteindre un niveau critique. Une seule explosion de rayons gamma de quelques secondes à peine peut enclencher une période glaciaire et altérer l'ADN de presque tous les êtres vivants. Voilà bel et bien la découverte que Bruce Lieberman attendait. Voilà en effet le phénomène déterminant qui a pu causer cette extinction de masse. Le rayonnement UV ne peut pénétrer l'eau que sur une distance limitée. Les animaux vivant en eau profonde avaient donc plus de chances de survivre que les autres. Et telle a été la découverte de Lieberman. Les petits de certaines espèces de trilobites n'ont pas quitté leur famille au fond de l'océan. Ces animaux-là ont été les plus vernis. Sans savoir qu'une extinction de masse se préparait, ils se trouvaient à l'abri des rayons UV. D'autres espèces ont au contraire vu leurs petits se rapprocher de la surface. Ça les a rendus beaucoup plus vulnérables aux effets du sursaut gamma, et l'augmentation de rayonnement ultraviolet en particulier a dû considérablement augmenter les chances de disparition de ces petits. Le professeur Lieberman a enfin trouvé un suspect probable dans l'extinction des trilobites. C'était extrêmement grisant de trouver une explication possible à ce phénomène. L'origine mystérieuse de la disparition de près de 70% des êtres vivants est résolue. C'est une extinction de masse. Quels sont les risques pour que nous suivions les trilobites dans l'oubli? Nous pensons qu'aucune étoile n'est suffisamment proche de la Terre pour causer des dégâts, pour l'instant du moins. Mais si une explosion de rayons gamma nous atteignait, nous serions en danger. Les rayons gamma se déplacent à la vitesse de la lumière, constituant le phénomène le plus rapide de l'univers. Il n'y a aucun moyen de les voir venir. Le premier signe qui nous parviendrait serait une lueur soudaine et aveuglante. Regarder le ciel pendant un tel événement vous rendrait probablement aveugle. L'explosion ne durerait que quelques secondes. En quelques heures, un nuage de smog envelopperait la planète. Le danger le plus immédiat se traduirait par l'apparition de coups de soleil et de cancer de la peau. Ensuite, commencerait le processus d'altération de l'ADN.
Adrian Melott a calculé qu'il faudrait peut-être attendre des années avant de pouvoir ressortir à l'air libre. Même 4 ans après un sursaut gamma, le niveau des lésions subies par l'ADN reste plus élevé que ce qu'il était avant l'événement. Et il faudra 10 ans pour que ce niveau revienne à la normale. Si les hommes pourraient survivre en vivant abrités, la faune et la flore, elles, seraient dévastées. Des milliards de personnes mourraient de faim à cause de la disparition de nombreux animaux et végétaux. Je pense que l'humanité pourrait survivre, mais il ne resterait sans doute que 5 ou 10% de la population actuelle sur Terre. Ce serait donc une catastrophe planétaire de grande ampleur. Un sursaut gamma crée également une impulsion électromagnétique qui ne manquerait pas de griller toute installation électronique. Notre infrastructure tout entière s'écroulerait. Beaucoup d'entre nous vivraient à nouveau comme au 19e siècle. Cette catastrophe serait de plus courte durée que la mise en place de TRAPS. Ce ne serait pas l'équivalent d'Armageddon, comme après l'impact d'un astéroïde. Les effets d'un sursaut gamma se feraient probablement sentir sur notre planète pendant une décennie. Des milliards d'êtres perdraient la vie. Malgré tout, nous pourrions peut-être survivre à une telle extinction de masse. Si les sursauts gamma sont extrêmement rares, les extinctions de masse le sont encore plus. Nous aurions donc de bonnes raisons de nous croire à l'abri, non? Et pourtant, non. Certains chercheurs affirment que nous traversons actuellement une crise d'extinction. Notre rendez-vous avec le destin serait-il imminent? Depuis 440 millions d'années, la Terre a connu 5 extinctions de masse et d'autres de plus petite ampleur. Ces phénomènes réunis ont provoqué la disparition de nombreux êtres vivants. Chose inquiétante, les chercheurs ont remarqué une constante, non pas dans les causes des extinctions, mais dans leur périodicité. Elle frapperait, à peu de choses près, toutes les 62 millions d'années. Selon l'astrobiologiste Adrian Melott, le phénomène déclencheur serait à chercher dans l'espace et non pas sur Terre. Pour qui est obsédé par cette question depuis longtemps, c'est une idée extrêmement alléchante. Un cycle long de 62 millions d'années, ça fait penser à un phénomène associé à une galaxie. Adrian Melott travaille avec Misha Medvedev, un collègue astrophysicien. Les deux chercheurs ont désigné un nouvel élément susceptible d'être à l'origine des extinctions de masse. Il s'agit de la façon dont notre système solaire se déplace dans l'espace. Notre galaxie parcourt l'espace à une vitesse de 200 km/s. Quand elle percute un nuage de gaz, une immense onde de choc se produit. Un peu comme un avion qui passerait le mur du son. C'est exactement la même chose avec la galaxie. Quand elle entre en collision avec le gaz interstellaire, une onde de choc se crée tout autour d'elle. Ces ondes de choc accélèrent le mouvement des particules de gaz chargées, générant des rayons cosmiques de forte intensité capables de provoquer cancer et mutations génétiques. Ces rayonnements intenses mortels retombent ensuite dans notre galaxie avant d'atteindre la Terre. En temps normal, la Voie lactée et notre planète sont protégées des rayons cosmiques par le champ magnétique de la galaxie. Mais notre système solaire se déplace à l'intérieur de notre galaxie. Quand nous nous trouvons bien au centre, nous sommes protégés. Mais à mesure que nous nous éloignons de l'épais bulbe central, notre vulnérabilité aux rayons augmente. Imaginez un plongeur au fond de l'océan. L'obscurité est totale, aucune lumière ne filtre. Tandis qu'il remonte vers la surface, il reçoit de plus en plus de lumière. Quand le système solaire et les planètes s'approchent de l'extrémité de la galaxie, c'est un peu comme si une personne remontait vers la surface de la mer. Leur exposition à la lumière augmente. D'après les calculs de Misha Medvedev, cette exposition accrue de notre planète aux rayons cosmiques revient tous les 62 à 64 millions d'années. C'est alors que des extinctions se produisent. Un seul événement n'obéit pas tout à fait à la règle. La chute de l'astéroïde responsable de la disparition des dinosaures. Si la théorie de la galaxie est vérifiée, cela signifie-t-il que celles concernant les TRAPS et les sursauts gamma sont inexactes? Adrian Melott n'est pas de cet avis. Selon lui, les rayons cosmiques affaiblissent périodiquement la vie sur Terre. Et lorsque des catastrophes surviennent, les êtres vivants, déjà affaiblis, survivent d'autant plus difficilement. C'est comme si on vous tirait dessus alors que vous avez la grippe. Vous avez beaucoup moins de chances de survivre. D'après la théorie de Medvedev, la Terre subirait une nouvelle attaque de grippe cosmique dans 10 millions d'années. Mais serons-nous encore là pour y assister, ou bien aurons-nous détruit notre monde d'ici là? Au XXIe siècle, la planète Terre fourmille de vie à nouveau. Cette fois, c'est l'espèce humaine qui domine.
Nous sommes plus de 6 milliards à vivre ici. Nous sommes en pleine expansion. Mais ce n'est pas le cas d'autres espèces. Nous pourrions être au beau milieu d'un phénomène d'extinction de masse en ce moment même. Afrique du Sud, 2006. L'une des régions du monde dont la biodiversité est la plus riche. Elle subit pourtant depuis longtemps une sécheresse sans précédent. La végétation est menacée et si la flore disparaît, la faune suivra. Des espèces végétales prolifiques et possédant de fortes capacités d'adaptation, comme les protéacées, luttent actuellement pour survivre. Une crise d'extinction est-elle en cours? Selon le botaniste Guy Midgley, c'est une possibilité. Nous nous trouvons ici au cœur de la zone de mortalité des protéacées. Et en regardant tout autour, on aperçoit les plantes mortes qui commencent à se détacher de l'arrière-plan. D'après Guy Midgley, l'augmentation des températures et la sécheresse peuvent entraîner une diminution de la résistance des plantes aux infections. Son équipe surveille l'état de santé des plantes en mesurant leur taux de photosynthèse. Quel est le taux actuel? Environ 10%. Pour une plante en bonne santé, le taux devrait approcher plutôt les 15%, non? Tout à fait, oui. C'est pas bon signe. Non. Guy Midgley a mis au point un modèle informatique permettant de prévoir les conséquences sur les protéacées si la température augmentait de 4 degrés au cours des 50 prochaines années. La zone dans laquelle ces espèces peuvent pousser serait considérablement réduite. Dans ce cas de figure, l'espèce serait pratiquement éteinte. Le travail de Guy Midgley permet d'établir que des augmentations de température, même limitées, peuvent conduire à l'extinction de certaines espèces. Les animaux aussi ressentent les effets de cette chaleur. Les ours polaires, en particulier, sont en danger d'extinction. Avec la fonte des glaces, leurs territoires de chasse se font rares. Le nombre d'individus a déjà diminué de 25%. Il pourrait n'en rester plus un seul d'ici la fin du XXIe siècle. S'agit-il de phénomènes isolés ou sommes-nous au beau milieu d'une extinction de masse? Certains chercheurs prédisent la disparition d'1 million d'espèces animales et végétales d'ici 2050. Beaucoup se sont déjà éteintes. Et cette fois, le responsable de ces catastrophes n'est pas la nature. Ce sont les hommes. Nous assistons actuellement à la 6e extinction de masse. Si la nature a pu produire des cataclysmes et extinctions de masse dans le passé, nous sommes en train de provoquer un phénomène comparable à une catastrophe naturelle, mais créé de toutes pièces par l'homme. L'espèce humaine est une force de la nature. Et au regard des autres espèces, nous sommes une force de la nature dévastatrice dont il se passerait bien. Nous avons progressivement étendu notre territoire, telle une mauvaise herbe surpuissante. Nous sommes la parfaite mauvaise herbe. La mauvaise herbe est un exemple d'espèce qui s'adapte à beaucoup de milieux, qui peut vivre presque partout. C'est bien notre cas. Les mauvaises herbes évincent d'autres espèces. Mais notre expansion n'est pas la seule à mettre notre planète en danger. Il existe un autre péril, lequel augmente considérablement le risque d'extinction de masse. Le changement climatique. Lors de l'extinction permienne, des éruptions volcaniques ont provoqué une réaction en chaîne. Le dioxyde de carbone a envahi l'atmosphère. Les températures ont grimpé de 15 degrés, entraînant la disparition de 95% des espèces de notre planète. Ça vous rappelle quelque chose? Ça devrait être le cas. Au cours du siècle dernier, la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a plus que doublé, et cette augmentation se poursuit. La prochaine extinction de masse pourrait être entièrement de notre faute. L'histoire nous fournit un avertissement en nous rappelant que les niveaux actuels ont déjà été atteints dans le passé. Les conséquences avaient été dramatiques et si nous n'y prenons pas garde, elles le seront à nouveau. Je suis très inquiet à l'idée que nous soyons engagés sur une pente terrible. S'il y a un risque pour nous que nous nous dirigions vers une autre extinction de masse à cause des dégâts climatiques causés par l'homme, alors il faut faire tout notre possible pour y mettre un terme. Pour l'instant, personne ne sait si les changements climatiques provoqués par l'homme conduiront à une extinction de masse planétaire. Mais nous sommes sans aucun doute capables de rendre la vie sur Terre aussi rude qu'elle l'était à l'époque de l'extinction permienne. Notre planète pourrait devenir inhabitable et notre survie une simple question de chance. Mais cette menace en cache une autre. Si nous survivons à la chute d'astéroïdes, aux explosions de rayons gamma et aux conséquences de notre expansion, ce sera le Soleil qui, à long terme, rendra la vie sur Terre impossible. Il grossira jusqu'à faire fondre la surface de la Terre.
l'humanité ne survivra qu'à condition de changer d'adresse. Par la suite, d'ici plusieurs milliards d'années, l'univers pourrait s'effondrer sur lui-même et ce sera la fin des temps. Plus de vie, rien. Un jour, tout sera fini. Mais combien de temps nous reste-t-il? Là est la question.